Bonjour, bienvenue dans Classics du Plus, salut tout le monde, salut Moguri. Ouais. Tu remplaces Médoc aujourd'hui? Ouais, parce que il nous a fait faux bon quoi. Exactement. Pas très professionnel le mec. Je soupçonne, il nous a trouvé évidemment de très bonnes excuses, mais à mon avis il est en train de jouer à GTA V. Et quelque part, on lui pardonne parce qu'on le comprend un petit peu, vous allez voir, on a consacré une énorme critique à GTA V, on s'excuse d'avance de la longueur de cette critique. On a clairement plongé dans Los Santos, on a reçu le jeu en fait au moment de sa sortie dans le commerce, donc il n'a pas été évident en l'espace, l'air de rien, d'une petite semaine, de faire le tour du jeu. Moi j'ai eu l'opportunité de le finir, j'ai passé tout mon week-end dessus, c'était vraiment un truc complètement immersif, ouais. C'était assez intéressant. Donc vous allez voir ça avec la critique, mais on va voir également le contenu de cette émission avec le sommaire tout de suite. On commence avec la critique flash de Lone Survivor The Director's Cut, soit la version PS Vita PS3. Ensuite on enchaîne avec un reportage sur Shadow Warrior. Juste après la critique de Outlast sur PC. Ensuite Showtime évidemment. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, même si vous verrez c'est pas tout à fait le cas. Et une critique après d'un jeu, je sais... GTA 5 je crois. Ouais, GTA 5, on s'excuse par avance, la critique va être énorme, énorme. Mais tout de suite, les news. Les actualités. Les actualités. Mais c'est ma première fois Thierry, je suis désolé. Médoc. Ouais non mais lui il fait ça fait combien de temps qu'il fait ça? C'est facile aussi. C'est vrai. L'air de rien, on a l'impression que c'est facile comme ça de synchroniser le lancement des news, mais ça n'a rien d'évident. Ah non. C'est une longue expérience. Ouais. Voilà. Il y a du taf derrière. Excuse. Désolé. C'est pas grave. La sortie du prochain Assassin arrive incessamment sous peu et avec elle cette multitude de trailers visant à nous teaser à bloc. Aujourd'hui, c'est le mode multijoueur qui est mis en avant. Un multi qui à première vue ne semble pas changer de ce à quoi nous a habitué la série. Il sera toujours question de recevoir des contrats, de les remplir de la manière la plus discrète possible et bien sûr d'échapper à vos poursuivants. Ici, le trailer se contente de nous montrer les différentes skins des personnages ainsi que leurs mises à mort respectives. Si le montage est définitivement inspiré, et l'idée d'assassiner d'autres joueurs dans des décors exotiques plutôt enthousiasmante, on reste tout de même sur notre fin en termes d'innovation. On aurait par exemple aimé que la dimension online comprenne des batailles navales. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas, même si d'après les équipes d'Ubisoft, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il faudra donc patienter jusqu'à un DLC éventuel, ou peut-être même un nouvel épisode, pour espérer voir ce multi évoluer vers quelque chose de plus ambitieux. En attendant la sortie du jeu chez nous début novembre, on vous rappelle que les joueurs possédant une version d'AC4 sur PS3 pourront se procurer le jeu sur PS4 à moindre coût. Une initiative qui vaut ce qu'elle vaut, mais qu'elle mérite d'exister. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de jouer à Hotline Miami et que l'une des raisons de cette impasse était l'absence de traduction française, vous n'avez plus aucune excuse. Le jeu d'action de Denathan Games, mettant en scène un tueur psychopathe, est désormais jouable en français, et ce, sur toutes les plateformes. Comme c'est souvent le cas avec les jeux de Kojima, la communication autour de ces derniers est souvent orchestrée de façon à blouser les joueurs. On sait désormais que Ground Zeroes et The Phantom Pain sont en fait un seul et même jeu. Développé à partir du Fox Engine, le moteur créé par Kojima Productions, MGS5 sortira sur les prochaines consoles, la Xbox One et la PS4, mais aussi sur PS3 et 360. Kojima a également répondu aux nombreuses questions soulevées par les fans et certaines de ses déclarations faisant état de sa volonté de créer des personnages plus érotiques. Difficile en effet d'oublier le personnage de Quiet, révélé lors de la conférence Microsoft du dernier E3. Le réalisateur scénariste de la série est depuis revenu sur ses propos en précisant qu'il souhaitait rendre ses personnages plus sexy et non pas plus érotiques. Et que ce qualificatif ne se limitait pas aux persos féminins du jeu pour englober les persos masculins mais aussi les véhicules et ainsi de suite. L'idée étant d'iconiser tous les éléments du jeu afin de les rendre inoubliables. Le personnage de Quiet est incarné par le mannequin Stephanie Juston, qui prête sa voix au personnage, mais également son corps et son visage. Pour la première fois de la série, la motion capture faciale a été utilisée. Quant aux modifications apportées au gameplay du jeu, désormais open world et plus orienté action qu'auparavant, avec par exemple l'intégration d'un système de génération automatique de sa santé, Kojima les justifie très simplement. Pour lui, il est impossible de satisfaire tout le monde, et la trahison ressentie par les fans peut s'avérer être nécessaire et positive si elle s'exerce dans des limites acceptables. Metal Gear Solid 5 devra ainsi se rapprocher des standards actuels du TPS sur certains points. Et oui, tout doit évoluer. Splinter Cell, Resident Evil, de nombreuses séries ont ainsi cassé leur gameplay afin de le moderniser.
Si ces évolutions répondent à une vraie logique de développement et non pas seulement une volonté d'élargir sa cible, on est pour. But we're going even deeper. Les sorties de la PS4 et de la Xbox One fin novembre incluront bien sûr des versions bundle dédiées à chaque console. 2 packs PS4 Killzone Shadowfall peuvent ainsi être précommandés ou achetés le 29 novembre prochain. Un pack simple avec le jeu, une manette et une PS4 vendu à 440 € et un autre vendu à 500 € qui comprendra en plus une caméra ainsi qu'une seconde manette DualShock. Si vous avez précommandé une édition collector de Splinter Cell Blacklist, vous avez déjà le contenu du DLC Homeland. Dans le cas contraire, ce dernier peut désormais être téléchargé pour 7 € environ et comprend 2 missions coop, également jouables en solo, un set d'équipement, 2 nouvelles lunettes et une arbalète spéciale. Vous voilà au courant. On termine ces news 18+, sur une note plutôt légère et cette fin alternative entre guillemets de l'excellent The Last of Us. Attention, méga spoiler en vue. Si vous n'avez pas encore fini le jeu ou comptez y jouer prochainement, zappez cette news. Pour vous aider à mieux comprendre ce qui va suivre, on vous resitue rapidement le contexte. À la base, Naughty Dog avait prévu de faire de la fin de The Last of Us une longue cinématique. On y voyait Joel faire irruption dans la salle d'opération, buter tout le monde et repartir avec Ellie. Une fois la bonne prise tournée, Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu, décide de s'entretenir avec Mare Dandridge, la comédienne qui incarne Marlène, afin de tourner une nouvelle fois cette scène, mais with a twist, cette fois-ci. Dans la scène qui va suivre, toute l'équipe est complice, sauf Troy Baker, l'acteur qui incarne Joel, à qui l'on dit de continuer de jouer, quoi qu'il arrive. Une véritable démonstration d'impro et d'acting. Get away from her! Get away! You can't save her, even if you get her out of here. What then? What then? She'll be raped and murdered. Raped and murdered. It's not for you to decide! It's what she'd want. It's what she'd want. And you know it, Joel. You know it, Joel. What am I feeling? So much confusion. I've got a man in my arms and a girl with a gun to my head. But there she is on the table. Is she alive? Is she Look dead? at her, Joel. Look at her. You can still do the right thing, Joel. No. Oh! Die! 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 Wait. Please let me go. Please, Joel. You just come after. Come on, Ellie. We gotta go. Let's get you out of here. They're coming soon, and I will let you die. Your brain is worth more alive. On va maintenant voir la critique flash consacrée donc à Lone Survivor The Director's Cut. Donc le jeu était sorti sur PC, donc c'est un jeu indé, une sorte de survival horror, un petit peu à la Silent Hill, version 2D, version pixel art. Donc il était sorti sur PC en avril 2012 et là il vient d'être adapté sur PS Vita et PS3. Donc c'est une version évidemment téléchargeable. On va voir tout de suite la critique flash. Sorti début 2012 sur PC, vous pouvez retrouver la critique de cette version sur No Life Online. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la version PS3 de Lone Survivor. Je dis PS3, mais je devrais dire PSN, le jeu étant uniquement disponible en téléchargement et ce en cross-buy. C'est-à-dire que pour 13 € environ, vous aurez deux versions, une jouable sur PS3 et l'autre sur PS Vita, avec la possibilité de partager une même sauvegarde. Lone Survivor est un titre indé développé par Jasper Byrne,
qui met en scène un jeune homme sans nom portant un masque chirurgical. Les graphismes 2D pixelisés du jeu donnent à ce masque un aspect étrange, comme si le héros affichait en permanence un sourire démesuré, dérangeant. Le monde dans lequel évolue ce personnage est en effet très loin de prêter à sourire. Après une infection à grande échelle qui aurait transformé une immense partie de la population en créature difforme et affamée, il est coincé dans son immeuble. Il cherchera à survivre, à trouver d'autres survivants et à comprendre tout simplement ce qui s'est passé. La mémoire du jeune homme est en effet défaillante et la réalité de ce qui l'entoure semble lui échapper. Lone Survivor est un survival horror dans toute sa splendeur. Un Silent Hill rétro et 2D où l'on devra non seulement parvenir à avancer dans les couloirs de cet étrange immeuble, mais aussi subvenir aux besoins du personnage incarné. Il faudra le nourrir, veiller à ce qu'il dorme régulièrement, mais aussi à ce qu'il ne manque pas de munitions pour son arme ou de piles de rechange pour sa lampe torche. Un inventaire est ainsi disponible afin d'utiliser les objets trouvés dans l'immeuble. Et le jeu n'affichant aucune jauge de santé, de faim ou de sommeil, il faudra prêter attention à ce que dit le personnage et à d'autres indices visuels pour ne pas le voir s'effondrer sur le sol. S'il est possible de tuer les créatures se dressant sur son chemin, il est fortement conseillé de tirer profit des zones d'ombre et des renfoncements pour se plaquer contre un mur et glisser derrière elles. Les monstres réagissent en effet à la lumière de votre lampe torche. Mieux vaut l'éteindre donc avant de pénétrer dans une pièce que l'on n'a encore jamais visitée. Il est également possible d'employer des tactiques de diversion, les créatures étant attirées par la viande avariée. Malgré son look rétro, Lone Survivor parvient à placer le joueur dans un état de tension permanent. Et la terreur ressentie n'est pas seulement physique, elle est également psychologique. Messages laissés sur les murs, pages déchirées d'un journal, rencontres surnaturelles, hallucinations, miroirs téléportant le héros d'un coin à l'autre de l'immeuble, tout semble accréditer de l'état de délabrement mental avancé du jeune homme. Et il n'est pas seul. Quelqu'un ou quelque chose lui laisse des pilules aux effets particuliers. Cette version PSN PS Vita Director's Cut de Lone Survivor n'est pas un simple portage réalisé à la va-vite. Jasper Byrne s'est grandement investi dans cette nouvelle version qu'il destine avant tout aux fans. La plupart des nouveautés proposées, 6 nouveaux lieux, 2 fins inédites, un nouvel ennemi, 2 nouveaux dialogues, 20 objets supplémentaires et 3 nouvelles musiques, seront ainsi spécifiques au New Game Plus, de façon à ce que la première expérience reste intacte, fidèle aux souvenirs des fans. Le jeu en lui-même profite d'un nouveau système de lumière dynamique et d'effets visuels supplémentaires, liés en particulier à l'utilisation de la lampe torche. Outre l'ajout de trophées, de vibrations pour la manette PS3 et de raccourcis tactiles pour la PS Vita, Lone Survivor a également été intégralement traduit en français. Ce qui est une excellente nouvelle, même si les textes ont parfois tendance à déborder de leur cadre. Vraiment flippant, visuellement très original pour le genre survival horror, ce jeu bénéficie également d'une BO et d'un sound design de haute tenue. En une phrase, Lone Survivor est au survival horror ce que Hotline Miami est au jeu d'action. Sachez enfin que des versions Mac et PC de cette version Director's Cut sont en cours de développement. On va maintenant voir une critique, non pas encore. La critique justement c'est dans 15 jours, le jeu là il vient tout juste de sortir, donc évidemment on n'a pas encore eu le temps de le tester correctement. Par contre on avait réalisé une interview des développeurs lors du dernier E3. On va parler maintenant donc de Shadow Warrior. Shadow Warrior, c'est l'adaptation d'un vieux jeu qui était sorti avec le moteur de Duke. Ouais. Donc je sais pas si tu as connu cette période un petit peu, est-ce que tu avais joué à l'époque à mort à Duke? Oui, si, complètement. C'était un des... J'avais dû l'acheter en cachette à l'époque. C'est vrai? Un peu ridicule, mais ouais. Moi je me rappelle, j'ai joué au taf, donc là c'était vraiment les grosses soirées réseau, c'était vraiment le kiff. Et on avait enchaîné sur Shadow Warrior qui était tout aussi bon, donc avec le même délire, le même recul. Et également un côté assez bourrin dans son gameplay et dans ses petites catchphrases. Et donc là, ils sont en train de sortir, ils viennent de sortir un nouveau jeu, qui n'est pas tout à fait un remake, c'est-à-dire que le jeu est complètement différent, avec un nouveau moteur 3D. Ça a été fait par les mecs qui avaient fait Hard Reset, donc qui était un FPS cyberpunk. Et visiblement, on leur a posé la question, vous allez voir dans le reportage, est-ce que ça leur a fait peur, l'échec de Duke Nukem Forever. Et vous allez voir ça avec le petit reportage. Moi, ça m'aurait fait peur. Moi aussi, ouais. C'est lors de l'E3 dernier que nous avons eu l'opportunité de rencontrer une partie de l'équipe de développement en charge du remake de Shadow Warrior. Sorti en 1997 sur PC et créé par 3D Realms à partir du moteur de Duke Nukem 3D, Shadow Warrior est un FPS culte. Une petite merveille d'humour et de gameplay débridé, mettant en scène un ancien garde du corps, Lo Wang. Armé de son katana, il devait faire face à son ancien employeur, l'Empire Zilla, dont le président était versé dans la magie noire et affichait des velléités classiques de super-vilain mégalomane, devenir le maître du monde. Le remake de Shadow Warrior est assuré par Flying Wild Hog, un studio polonais connu pour avoir développé le sympathique FPS cyberpunk Hard Reset. It wasn't our idea
reinvent this game. It was actually Devolver Digital. You know, the guys have rights to Shadow Warrior, and they've been looking for a company that would be capable of, you know, of recreating this game in the way it should be. So they enjoyed Hard Reset and our old school approach for this game, and we said yes. I mean, when you get an offer like this one to recreate Shadow Warrior, you can say no. Bon, d'un autre côté, on aurait préféré, au vu du résultat, que Gearbox refuse de développer Duke Nukem Forever. L'équipe derrière Shadow Warrior affiche cependant une certaine sérénité face à cet échec, qui aurait pu ajouter une certaine pression sur leurs épaules. We regret what happened to Duke Nukem Forever. Of course, we are the fans of old school games, but that was actually encouraging, you know, because we knew that we have this once in a lifetime opportunity to recreate the original IP and make it right. And hopefully, we managed to find a way to recreate Shadow Warrior as it should be, you know. And I think the fans will be very pleased. Si le défi est sans doute moins complexe, Shadow Warrior n'ayant pas l'aura d'un Duke Nukem 3D, les développeurs devaient s'assurer de créer un jeu à la fois fidèle et rétro, mais pas trop, à même de séduire les fans. At the early stage of creating this game, we needed to sit down and think what made Shadow Warrior really unique. So, you know, we knew that, you know, the katana should be like maybe not the core feature of the game, but very important feature, because it's not only interesting in terms of gameplay, but it tells a lot about the character, about Lo Wang. I mean, you know, he's this warrior of modern times, but deep inside, you know, he's this kind of child. I mean, he dreams about this sort of zombie invasion, and, you know, to be a hero, to take his sword and, you know, and to do the action. We also knew that, you know, the humor was a very important part of the original game. However, if you remember original Shadow Warrior, the humor was kind of childish, you know, and with our talented writers we established like a better quality of humor. It's more sophisticated this time around, but it's still fun, it's still a very funny game. Les développeurs ont donc repris l'histoire du jeu originel pour la développer et apporter plus de profondeur à Lo Wang. De nouveaux personnages feront aussi leur apparition, comme ce démon qui deviendra l'un des principaux alliés du joueur. Au final, les fans pourraient être surpris par l'histoire du jeu et la place importante qui lui est accordée. Mais bien sûr, ce que l'on attend de ce nouveau Shadow Warrior est avant tout lié à ce qui faisait de l'original un FPS ultra jouissif. Ce qui passait évidemment par un retour fracassant du katana, une mécanique de jeu à laquelle Flying Wild Hog devait assurer une place conséquente. Well, it was a challenge. I mean, you know, that there aren't many FPS games when that kind of feature was implemented well, and some of the games that give you the opportunity to use some kind of melee weapon, you usually feel like this is, okay, I have a melee weapon, but then I get a shotgun, so I stick with a shotgun. And we really wanted to make katana feel, you know, like it should be. You know, it's a very powerful weapon, and it feels great, you know, to wield the sword. And if you want to, we don't want to force players to use katana, but if you want to, you can play whole game using this weapon. On pourra bien entendu améliorer son katana au fil de la partie, obtenir de nouveaux mouvements, des attaques spéciales très puissantes et décapiter ses adversaires à tour de bras. Ce Shadow Warrior version 2013 est gore, brutal, mais devrait proposer une violence exagérée, over the top, où l'humour aura une place essentielle. Les développeurs ont également tenu à préserver le feeling rétro du jeu original. There's no cover system, so, you know, that's something that's very popular nowadays. So there's no cover system. We really encourage players to move forward. So, you know, you have all these resources like firearms, variety of firearms. You have this katana, and you simply, you know, you use these tools and you have a lot of fun. And we think, you know, that's what makes old school games, you know, such a cool games are, you know, even today. So, you know, we've implemented some modern mechanisms, you know, like powers, like the special attacks for the sword, like alternate modes for weapons, you know, some improved movement for character. You can perform some dashes to make a combat more effective. But in its core, it's still an old school game. On retrouvera les répliques cultes du jeu sorti en 1997, des passages secrets délirants et bien d'autres clins d'œil. En revanche, le multi a disparu.
Du fait de sa petite taille, le studio polonais a préféré se concentrer sur la campagne solo, ce qui est dommage mais compréhensible. On jugera sur pièce du bien fondé de cette décision avec la critique complète du jeu, diffusée dans le prochain classé 18+. Alors j'ai une question. Tu sais que Médoc, c'est encore une petite flippette. Donc, Oui, tout il à a fait. peur de tout, il a Absolument. peur des araignées. Oui, ouais. Je pense que dans GTA V, à mon avis, c'est du genre, tu vois, il joue pas la nuit. Non, il va se ah coucher non, avec son ouais, personnage, ouais. ensuite il joue le matin. Tout ce qui est jeu de Voyez le pistolet, style. de toute façon, ça lui fait un peu peur. Exactement. Un jeu de violence. Et donc là, maintenant, on va passer à un survival horror. Donc c'est Outlast, on en avait parlé dans le dernier 18+. Donc le jeu est sorti en septembre, il y a quelques temps, et même peut-être avant. Et donc voilà, on se rattrape maintenant. On avait un peu de retard dessus, mais on avait considéré que c'était important d'en faire la critique, puisqu'on en avait pas mal parlé dans les news. Donc c'est un jeu en vue subjective, où on se déplace avec une caméra, on rentre dans un hôpital psychiatrique, et là tout part en couille, sachant que tu n'as pas d'arme pour te défendre, D'accord. et tu vois en fait dans l'obscurité aussi à l'aide de ta caméra, et tu as la possibilité la plupart du temps de prendre tes jambes à ton cou. Donc D'accord. c'est un jeu où on Ouais. court énormément pour essayer, on trace pour éviter les monstres. Donc c'est un jeu de flippette, c'est un jeu de Médoc. Ouais, ou pas du tout pour Médoc. Pas du tout pour Médoc. Ouais. J'ai voulu lui faire la critique, il était là, Ouais, il a non, trouvé il des a excuses. trouvé des excuses Ouais. aussi, oui, bah, c'est sa spécialité. Je pense qu'il avait La peur. fuite. La question c'est, est-ce qu'il avait raison d'avoir peur? Ah. La réponse, avec la critique. D'accord. Donc c'est ça les transitions 18+. On m'avait dit que c'était... C'était du high level. Ouais. En quelques années, le Survival Horror a quasiment disparu du catalogue des gros éditeurs pour devenir un terrain de jeu pour développeurs indépendants. Qu'ils soient en vue de dessus, en vue subjective ou en side-scrolling, les quelques titres récents sont généralement de grande qualité. Parmi ces jeux se trouve Amnesia The Dark Descent, une petite pépite sortie il y a 3 ans, mettant l'accent sur l'exploration en vue subjective et sur la gestion de la folie, tout en étant inspiré par l'œuvre de Lovecraft. Ceux qui y ont joué pourront en témoigner, Amnesia fait partie des jeux les plus terrifiants jamais conçus. Ces dernières semaines, 2 héritiers potentiels à The Dark Descent sont sortis. Le premier est une suite directe, A Machine for Pig, et le deuxième, Outlast, que nous critiquons aujourd'hui, se définit comme son successeur spirituel, au moins en apparence. À première vue, les points communs sont nombreux. Vue subjective, monstres invincibles, ambiance angoissante et bien d'autres. Mais est-ce suffisant pour en faire un bon jeu ? Outlast vous met dans la peau du journaliste Miles Upshur, parti enquêter à l'asile de Mount Massive après avoir reçu une lettre faisant part d'étranges expériences s'y déroulant. La situation va vite dégénérer et Miles devra résoudre les mystères de l'asile tout en restant en vie. L'histoire d'Outlast réunit une énorme quantité de poncifs du cinéma et du jeu vidéo horrifique, vus et revus des dizaines de fois. L'asile de fous, les monstres difformes, les expériences scientifiques ressemblant plus à de la torture, les prêtres tarés, les fantômes, le côté found footage lié à l'utilisation de la caméra et bien plus encore. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. On a l'impression que les développeurs ont cherché à remplir une sorte de liste du parfait divertissement horrifique en assemblant tout ce qui marche dans d'autres films et jeux. Le problème, c'est que les ficelles deviennent vite visibles, faisant disparaître par la même occasion la peur que l'on ressentait. Les enjeux deviennent ainsi transparents et les diverses révélations ne sont guère surprenantes. Ce côté quasi dogmatique se ressent aussi dans le gameplay, et ce n'est pas le seul défaut du jeu. Outlast est un jeu d'horreur à la première personne, dont la particularité réside dans la caméra du héros, qui marche avec des piles que l'on ramasse un peu partout. On s'en équipe en appuyant sur le clic droit de la souris, ce qui nous permet de zoomer et d'activer la vision nocturne. Mis à part ce petit twist, Outlast reprend une grande partie des codes du genre et des originalités d'Amnesia. Un héros faible ne pouvant se battre, des monstres invincibles et la possibilité de se cacher dans des armoires ou sous des lits. L'agilité du héros est l'une des seules excentricités des développeurs. Miles est très rapide et agile. Il peut semer ses opposants et sauter au-dessus d'une table en un éclair.
Ce côté direct, brutal, nous encourage à rester mobile même lorsque l'on essaie de se cacher et change de ce qui se fait habituellement. Un bon point donc. L'un des autres points forts d'Outlast est son côté épuré, tant au niveau de l'interface que des contrôles, permettant aux joueurs de se concentrer sur l'action en cours. Se faire poursuivre par des monstres difformes est d'ailleurs extrêmement stressant, surtout les premières fois. Mal s'étant dépourvu d'armes, on est obligé de fuir en fermant les portes derrière soi et en espérant trouver une bonne cachette. Mais comme pour le scénario, les ficelles sont rapidement visibles, l'ensemble du jeu étant trop scripté, mal scripté et répétitif à l'extrême. Les monstres réagissent systématiquement de la même manière, si bien que l'on peut les semer en exploitant certains éléments du décor, comme les fissures dans les murs. Et surtout, toutes les séquences se ressemblent. Malgré sa faible durée de vie, 6 petites heures, Outlast parvient à être répétitif en allongeant inutilement ses niveaux et en recyclant plusieurs fois les mêmes objectifs. Dès qu'on se retrouve enfermé dans une zone, ce qui arrive très souvent, on doit activer plusieurs interrupteurs tout en étant poursuivi par un monstre, avant d'activer un autre mécanisme et de rejoindre la sortie. La première fois, c'est excellent et terrifiant, mais à force de répétition et de linéarité, les niveaux étant très étriqués, on finit par s'ennuyer. C'est là tout le problème d'Outlast. Le premier tiers est très réussi et terrifiant à l'extrême, grâce aux quelques originalités du jeu. Mais les développeurs n'ont pas su apporter suffisamment de rythme et de variété à leur jeu pour que l'on reste captivé après les 2 premières heures. Outlast est très beau, la technique est impeccable, la direction artistique est très efficace, même si elle n'est guère originale, et le travail sur la gestion du corps de l'avatar est très appréciable. La partie sonore impose le respect, et les détails de l'univers, comme les journaux et les messages sur les murs, ont bénéficié d'une grande attention. Mais malgré ses qualités, Outlast n'est pas un bon jeu, à cause de 2 énormes défauts gâchant l'expérience. Un fort classicisme, pour ne pas dire dogmatisme, et une grande répétitivité. Quand toutes les situations de jeu ont déjà été vues ailleurs, et quand ces mêmes situations sont constamment recyclées, on prévoit facilement ce qui arrivera dans le reste du jeu. Résultat, après 2 heures de jeu, sur un total de 6, on ne ressent plus aucune peur. C'est un poil problématique pour un survival horror. Pour cette raison, on ne peut pas conseiller Outlast, malgré toutes ses bonnes idées et son petit prix, une vingtaine d'euros. C'est d'autant plus dommage qu'on sent une réelle volonté de bien faire et des idées intéressantes. Espérons que le prochain jeu de Red Barrels sera plus convaincant. I'd say we were more prepared. Paragons of patience. Job-like in the suppression of our desires. Alors, la rubrique qui va suivre, elle est toujours un petit peu mystérieuse, Ouais. parce qu'on voit toujours Médoc sur son PC en train de jouer à des trucs bizarres. Oui, ouais. Donc systématiquement, quand c'est un truc bizarre, il est là, ouais, c'est pour Showtime, ou ouais, c'est les jeunes, ils m'ont envoyé ça sur les forums, etc. Mais de temps en temps, on a quand même un gros doute. Ça n'a pas toujours fini sur Showtime. Et donc du coup, est-ce que tu sais son prochain Showtime, à quel jeu il l'a consacré? Alors il me semble que c'est sur un jeu PS2 qui s'appelle BMX XXX et dont le titre laisse supposer que ça parle donc de vélo. Et simplement de vélo, a priori. Mais il y a petite faute d'orthographe, parce que normalement c'est BMX avec un seul X. Je ne comprends pas trop. Moi non plus. Bon, on Une va erreur checker. comme ça sur la jaquette, ça, Ouais, j'espère que du coup, Médoc s'est pas complètement planté le Ouais, jeu. bah ouais, on va voir ça tout de suite dans la critique. Ah non, dans Showtime, tu vois, j'arrive pas à faire les transitions. C'est pas grave. Ouais. Non, vraiment, c'est pas mon... j'arrive pas. À partir de quelle génération de consoles considère-t-on que cela relève du rétro? C'est la question que je me suis posée lorsque le jeune Michel-Ange, un fidèle téléspectateur de la chaîne, est venu m'alpaguer pour me demander de consacrer le Showtime de ce mois-ci à BMX XXX, un titre sorti il y a plus de 10 ans sur PS2. PS2. Si l'on devait mettre des tags sur les différentes consoles de salon de Sony, la PS3 serait la MILF, définitivement expérimentée. La PS4 se présenterait donc comme la berle illégale de la famille, et même la Jailbait en fait, dans la mesure où elle n'est pas encore sortie. La PS1 quant à elle afficherait fièrement le tag Granny, ce qui laisserait mature pour la PS2. Ouais, mature. Alors après on peut partir sur des tags un peu plus spécifiques, comme Chubby pour la première PS3, et même Voyeur si on y ajoute un délire de PlayStation Eye, mais on s'égare. BMX XXX est donc un titre qu'on rangera définitivement dans la catégorie rétro, et il n'y a qu'à voir ces images de riders et rideuses toutes dégueulasses pour s'en convaincre. Le but ici est d'effectuer des figures en BMX dans ce qui semble être des embryons d'open world.
On peut par exemple y trouver des styles de mission, comme ramener un total de 5 putes à crack à cet hôtel. Alors oui, en plus d'être vulgaire et mal fait, ça n'a pas vraiment de sens. Mais si je me donne tous mal, c'est qu'à la clé de tous ces tricks, ces grinds et ces flips, il y a de la vidéo à débloquer. De la vidéo susceptible d'intéresser mes téléspectateurs, m'a-t-on promis. Mais plutôt que de me galérer à faire le Chad Muscat dans des half-pipes, je vais ici me contenter d'utiliser une feature de plus en plus rare sur les consoles actuelles, le cheat code. Le principe ici est plutôt simple, mais j'ai comme l'impression qu'on en a tous rien à foutre. Il est donc temps de se mater ces vidéos durement acquises et d'apprécier ces modèles à la plastique quasi parfaite, pour peu qu'on kiffe le superficiel. Une plastique qui, à l'époque, se mariait parfaitement avec un tanga sévèrement échancré jusqu'aux côtes flottantes. Une plastique arborée par des Tiffany, des Amber, des Cheyenne, des Tanya. Bref, une plastique typique de la fin des années 90 qui nous rappelle les raisons pour lesquelles on appréciait tant scotcher devant les dessous de Palm Beach ou encore Hollywood Night. Et parce qu'on change rarement une équipe qui gagne, je vous laisse comme d'habitude sur les images les plus ensoleillées de ma session. On se retrouve le mois prochain. Bon ok, pour 3 minutes pas plus, je le dis tout de suite, j'ai triché. Oui, clairement. Mais je peux l'expliquer. D'accord. Quand on passe genre l'ensemble de sa semaine et tous les derniers jours à fond dans GTA V, on n'a pas le temps de jouer à d'autres jeux. Donc du coup, je me suis dit, genre dans GTA V, il y a quand même un certain nombre d'activités qui, quelque part, auraient pu donner lieu à un jeu 3+. En l'occurrence, le golf, on va dire que c'est quand même pas un sport franchement violent. Non, mais... Et il me semble d'ailleurs que les Tiger Woods et compagnie, ça a toujours été des jeux 3+. Donc quelque part, je m'en sors bien. Tiger Woods lui-même a été violent, quelque part. C'est vrai, attention, c'est vrai. Attention. Et potentiellement, peut-être que ce 3 minutes pas plus partira aussi en sucette à la fin. Donc un 3 minutes pas plus sur GTA V, tout est normal, voilà. GTA V n'est pas uniquement affaire de braquage, de meurtre et de vol de voitures. Los Santos et ses environs proposent en effet de nombreuses activités annexes, dont certaines échappent au cadre 18+ du titre, pour lorgner du côté des jeux 3+. Si, c'est vrai. Quoi de plus inoffensif en effet qu'une simulation de golf? On est en pleine nature, avec une pelouse bien entretenue, le soleil, sa tenue de golfeur du dimanche, des petits lacs, des étendues de sable, des arbres, c'est limite si on n'entend pas les petits oiseaux. Let's do this! Et puis on a une voiturette qui permet de se rendre au départ d'un trou, ce qui est toujours plaisant. Une fois sur place, on peut observer le terrain, envoyer la caméra du côté du drapeau, prendre en compte la force ainsi que la direction du vent et orienter sa frappe en fonction. Enfin, sa frappe, ça fait encore trop 18+, disons son swing. Une fois bien en place, on amorce son swing en orientant le stick gauche vers le bas et on le rabat vers le haut pour déclencher l'impact. Une jauge donne une indication de la force requise via la présence d'un petit marqueur jaune. Si vous déclenchez l'impact sur ce marqueur, le swing est jugé parfait. Ce qui fait toujours plaisir. Et comme dans n'importe quelle simulation de golf, on peut même imprimer un effet à la balle et corriger sa trajectoire dans les airs, légèrement. C'est zen, non? Et plutôt bien fait pour le coup. On peut même se la jouer roleplay, en attendant son partenaire, en utilisant la voiturette entre chaque swing, bref, prendre son temps. Come on, get in! Les plus pressés, eux, pourront toujours accélérer la cadence en se rendant directement près de la balle d'une simple pression de la gâchette. Sachez que le golf permet aussi d'augmenter la force de son personnage, ce qui aura pour effet d'améliorer son drive, mais aussi sa droite. Évidemment, les personnages parlent, se vannent légèrement, façon golfeur, hein, ce qui peut agacer au bout d'un moment. That's the way I played it. On est un gangster après tout, avec un minimum d'amour-propre. I hate this fucking game. Là, on se dit qu'un club de golf, ça peut servir à beaucoup de choses. Surtout lorsqu'on joue à GTA V. Et puis, si le club de golf ne suffit pas, il y a toujours moyen d'avoir recours à d'autres méthodes plus expéditives. Finalement, il n'était pas très 3+, ce 3 minutes pas plus. Tout part à volo, ma petite dame. On va maintenant voir le gros morceau de cette émission, donc on s'excuse par avance. C'est toujours délicat, c'est-à-dire sur un jeu comme celui-là, il y a beaucoup de choses à dire. Clairement, en l'espace d'une semaine, même si j'ai terminé le jeu, il est impossible d'en faire le tour. Le type de jeu, c'est une sandbox, donc du coup lorsqu'on est dedans, on se demande genre est-ce qu'il est possible de faire ça? Et si j'essayais de faire ça, qu'est-ce qui se passerait exactement? Donc là, c'est clairement un investissement supplémentaire. Donc on aura l'occasion, je pense, dans les semaines qui viennent, dans les prochains 18+, d'en reparler. Donc de toute manière, on en reparlera via la sortie de GTA Online le 1er octobre, mais je pense qu'on aura des petites choses à vous montrer, etc. En l'occurrence, la critique est quand même massive.
Donc j'ai terminé le jeu, toi tu as été très loin également dans le jeu. J'ai été assez loin sans le terminer, effectivement. Est-ce qu'il t'as une anecdote à partager, un truc qui t'a marqué, qui t'a plu? Bah moi, ce qui me marque dans ce jeu, ce qui me fait la plus forte impression finalement, c'est le fait que j'ai jamais autant, dans un GTA, réchigné à faire des mauvaises actions. D'accord, tu étais sage dans GTA V. J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, mais j'ai souvent envie de bien me comporter, c'est-à-dire de respecter le code de la route. J'ai aussi envie d'offrir une belle vie à ces gens. J'ai envie que Michael aille mieux, tout ça. Bon, Trevor, j'ai lâché l'affaire, hein. Je peux rien faire pour lui. Trevor, il peut pas aller mieux. Mais disons qu'alors c'est peut-être un mélange entre le fait que le jeu soit plus beau et plus réaliste. Photoréaliste quasiment. Donc, quasiment c'est des vrai, photos. lorsque tu écrases quelqu'un dans GTA V, ça n'a pas le même impact que dans GTA 4 qui était un peu plus cartoon. Mais je pense aussi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas que ça et que c'est aussi dans les détails, dans tout un tas de choses en fait qui rendent le monde plus crédible, que ça se trouve aussi. Ouais, justement, des petits exemples, il y a un truc qui m'a marqué, c'est vraiment, il y a plein, on pourrait en parler pendant 20 minutes sans souci, mais le simple fait, genre à un moment donné, on joue Trevor est furax comme la plupart du temps, il est vraiment hyper vénère, il monte dans une caisse pour foncer quelque part, et dans la voiture, t'as une petite musique toute douce sur la radio. Donc moi ça m'a fait marrer en me disant genre putain il y a un joli contraste, et à ce moment-là t'as le personnage dans la voiture qui se met à gueuler c'est quoi cette musique de merde, et il change la station de lui-même pour passer sur un gros truc de hard rock, et ce genre de petits détails ça fait c'est vraiment une surprise quoi, t'es sans arrêt décontenancé un petit peu par jusqu'où ont été les développeurs. Et c'est absolument saisissant. Voilà, surtout que ça reste des détails, tu vois, c'est pas comme dans le 4 où t'avais le gimmick d'appeler des potes qui t'appelaient, tout ça, la première fois ça te surprenait, et après ça devenait lourd. Ouais. Là, ils ont réussi à distiller ce genre de petits détails de manière vraiment parfaite pour que ça reste des détails et que ça reste du tiens. Et ils ont, du coup, c'est vrai que le fait de switcher entre les trois personnages permet d'avoir 3 vies à gérer sans que celle-ci sans qu'on soit frustré. Oui. Donc ça, c'est vraiment, ils ont fait, le travail est tout simplement colossal. Et on va voir un petit peu notre analyse de GTA V tout de suite. Quelle bande de bras cassés! Quelle bande d'amateurs! T'étais obligé de le buter! Ah, c'était plus fort que toi! Michael, sois pas comme ça, je te l'ai déjà dit, il représentait une menace pour Trevor Phillips Industries. Putain, la même rengaine, tout le temps! Parler de maman. Industries. Et toi? Obligé de fumer un joint, juste avant un braquage, comme ça, pour être en forme, pour être au top, quoi. À serrer. Come on, Holmes. I ain't tripping. Je fais pas le voyage. You don't like it? You can go back to Canada, dude! Come on, you want a piece of me, huh? Oh, wait! Oh, fuck! Oh, run, you little fuck! 800 millions de dollars de recettes en 24 heures, 1 milliard en 3 jours. GTA V n'est pas un jeu phénomène, c'est un phénomène tout court. Son succès commercial confirme une nouvelle fois la résonance culturelle du média jeu vidéo, qui s'est imposé en l'espace de quelques décennies comme l'un des moyens d'expression artistique les plus populaires au monde. GTA V, c'est un budget estimé à 265 millions de dollars, soit presque 3 fois plus que pour GTA 4, un chiffre englobant à la fois les coûts de développement et de marketing. La production du jeu fut initiée peu après la sortie de GTA 4, en 2008, 5 longues années de développement pour une équipe estimée à 300 personnes, soit 2 fois plus que pour mettre en scène l'Odyssée sanglante de Niko Bellic. Les grandes fêtes auto ont toujours repoussé les limites du genre open world et de la narration in-game, tout en imposant des thématiques définitivement adultes, propres à effrayer les médias généralistes. Si GTA 4 était une réflexion sur le rêve américain, en mettant en scène un immigré bien décidé à gravir l'échelle sociale, GTA 5, lui, prend le capitalisme, la télé-réalité et les réseaux sociaux, bref, l'American Way of Life et plus généralement la société au sein de laquelle nous vivons, afin d'en mettre en scène les débordements avec un humour noir, confinant à la cruauté. GTA V est un jeu violent, politiquement incorrect, s'ingéniant à repousser les limites de ce qui peut être considéré comme de la transgression. This is a filthy hard drive, bro. À plus d'un moment, dans l'aventure proposée, le joueur sera amené à s'exclamer « Non, ils vont pas oser ». Et si, ils osent, et osent encore. Cette liberté de ton, cette volonté affichée d'aborder des sujets délicats, non pas à l'aide d'un pince-nez, mais à coups de bélier, fait partie du charme de la série.
On ne sait jamais ce qui nous attend, surtout lorsqu'on switch à la volée d'un personnage à l'autre pour incarner Trevor, le redneck dans toute sa splendeur. Nihiliste, sociopathe, psychopathe, Trevor est un détraqué, ça, personne n'ira dire le contraire. Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. GTA V est un jeu qui n'a peur de rien et ne cherche pas à justifier outre mesure ses excès. Rockstar a créé une galerie de personnages extrêmes, certes, et on ne parle pas seulement des 3 principaux protagonistes. Ce n'est pas pour rien si la carte précise la localisation de certains d'entre eux via la mention « Inconnu et détraqué ». Hey, bonjour, ça va? Ouais, bonjour, ouais. C'est gentil de dire bonjour aux gens comme ça. C'est normal. Je t'aime bien, toi, t'as l'air d'être un bon jeune. C'est cool. Merci. Seulement, ouais, il est 18h. Et à 18h, on dit pas bonjour. Salut. À 18h, on dit bonsoir. On dit bonsoir à 18h, putain. I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous! May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! Mais si ces personnages sont des caricatures, ce sont des caricatures réalistes. Autrement dit, ils sont ancrés dans un pastiche sociétal à grande échelle où tout le monde est victime de quelque chose. Victime de son milieu social, de ses propres travers moraux, de ses ambitions, de ses pulsions, de son éducation. Tous les personnages du jeu affichent une addiction, que ce soit à la drogue, au pouvoir, à l'argent ou à la simple volonté d'exister au-delà du cadre imposé par la société. Les équipes de Rockstar ne cherchent pas à juger ces personnages. Ils se contentent de les faire exister avec férocité et à l'aide d'innombrables lignes de dialogue. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? En cela, le jeu est réaliste. Ces personnages restent humains et par voie de conséquence en deviennent attachants sans que jamais leurs actes soient justifiés. On parlait de pastiche sociétal, une expression à rien empoulée dont les ramifications au sein du jeu ne se limitent pas aux personnages, loin de là. La télé, Internet, la radio, les conversations surprises entre les PNJ, tout contribue à véhiculer une critique acerbe de notre société. Et le jeu est drôle, tellement drôle, même s'il n'est pas rare de rire jaune. GTA V marche sur une corde raide, et en fonction de votre degré de cynisme, il faut bien admettre que les scénaristes n'ont guère eu à forcer le trait. L'agent immobilier prêt à tout pour récupérer sa clientèle, le paparazzi obsédé par sa liberté d'expression, le couple de petits vieux traquant les célébrités, le fou de sport extrême, la gamine cherchant à tout prix à passer dans une télé-réalité, le psy désabusé, la junkie se berçant d'illusions, le producteur de films has-been. Le jeu parvient à obtenir cet équilibre délicat entre la parodie et le plus pragmatique des constats. Premier degré GTA V? Oui et non. À la fois bourrin et subtil, GTA V dresse un portrait terrifiant de notre société sans jamais se départir d'un humour ravageur. Not the time, Chop. We gotta go. Shitty stink! L'espace. L'univers. L'espace. Le cosmos. That cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T, enough with the faux political bullshit. GTA V met donc en scène non pas une histoire, mais 3 histoires. Celle de Michael, de Franklin et de Trevor. Come on, you better take off. Really. Michael est un braqueur à la retraite, coincé dans une vie qu'il n'a jamais désirée, avec 2 enfants pourri gâtés et une épouse qui ne le supporte plus. How about I just drive us home? You ruined my life. Franklin est un jeune paumé entouré d'amis qu'il méprise, rêvant d'une vie meilleure. Fuck you and come on. Man, you's about a yes mouse ass nigga. Tandis que Trevor est cinglé, totalement cinglé. Tous ces personnages sont en perdition et obsédés par leur petite personne. Ce sont des individualistes forcenés. Suivant le vieil adage, qui se ressemble s'assemble, ce trio sera amené à collaborer tant bien que mal, tout en étant exploité à mort par d'autres prédateurs plus haut placés dans la chaîne alimentaire. You are my boy now, amigo. Durant l'émission de la campagne, le joueur sera encouragé à passer d'un personnage à l'autre afin de multiplier les points de vue et de mettre en place des tactiques correspondant aux capacités de chacun. De base, Michael est un bon tireur, Franklin un excellent conducteur et Trevor un pilote émérite. Chaque personnage possède ses propres statistiques et caractéristiques. Une fiche de compétences permet de checker son niveau, symbolisé par 5 barres à remplir, dans plusieurs domaines.
Sa capacité spéciale, prenant la forme d'un bullet time limité dans le temps, son endurance, sa force, sa santé, ainsi que ses performances en tir, conduite, pilotage et en apnée. Pour les améliorer, il suffit de jouer tout simplement ou de s'entraîner via les nombreux minigames proposés. Pour devenir un meilleur tireur, on peut par exemple relever les défis du stand de tir, tandis que jouer au tennis augmente sa force. S'il n'est pas nécessaire de monter ses compétences au max pour finir le jeu, manette en main, on sent la différence. Le fait de booster son endurance pour pouvoir courir plus longtemps sans perdre de la santé est un plus incontestable pour rivaliser avec Marianne lors des épreuves de course par exemple. 3 personnages donc, pour 3 fiches de compétences et autant d'opportunités de gameplay supplémentaires. C'est un peu comme si GTA 4 proposait de base d'incarner Nico, mais aussi les protagonistes des 2 extensions du jeu, soit Johnny Klebitz de The Lost and Damned et Luis Fernando Lopez de The Ballad of Gay Tony. Les univers de Michael, Franklin et Trevor n'ont en effet rien en commun, même si certains d'entre eux seront amenés à partager des amis ou des activités. Passer de l'un à l'autre est pour le joueur l'opportunité de découvrir une nouvelle facette de Los Santos et ses environs. Mais pas seulement. En changeant de personnage, ce qui prend quelques secondes via une transition façon dézoom-zoom sur Google Maps, on saute de plein pied dans un autre quotidien, dans une autre vie. L'effet est proprement saisissant. On surprend réellement le personnage dans sa vie de tous les jours. Franklin peut être en train de s'embrouiller avec ses potes ou jouer avec le Rottweiler Shop, tandis que Michael sera en train de draguer une fille dans un bar chic ou de prendre le soleil à côté de sa piscine. I've got somewhere to be. I was gonna order dessert. Quant à Trevor, Trevor. Lorsqu'il ne se réveille pas sur une plage, en slip, totalement bourré et entouré de cadavres, eh bien on vous laisse le plaisir de découvrir son quotidien surréaliste. Fuck you, bitch! Et ton 06 du coup? Ah, ouais. Alors, le truc, c'est que j'ai pas pris le mien. Attends, peut-être. Ah non, mais ça, j'en ai besoin. Après avoir fini le jeu à plus de 80% et joué une grosse quarantaine d'heures, ces séquences ont toujours été différentes, même si certains patterns récurrents pouvaient apparaître, Trevor qui se réveille n'importe où avec la gueule de bois, ou Franklin qui sort d'un bar légèrement allumé. On pouvait légitimement se poser la question de savoir s'il était frustrant d'abandonner un personnage au profit d'un autre, de peur de rater des choses. Mais la fluidité et la richesse de l'expérience proposée rend cette question farfelue. Oui, on passera forcément à côté de certaines choses, mais on se pose rarement cette question en jouant. On s'en rend compte en discutant avec d'autres joueurs. Los Santos et ses environs constituent un énorme bac à sable, une sandbox, réagissant aux actions du joueur. On impose son propre rythme au jeu et non le contraire. Les statistiques, accessibles dans les menus ou via le social club de Rockstar, sont d'ailleurs propres à chaque personnage. On peut ainsi voir le temps de jeu passé avec chacun d'entre eux. Il est possible de fumer un joint avec Franklin, de chasser avec Trevor, de boursicoter avec Michael. Certaines de ces activités sont accessibles aux 3 personnages, d'autres non.
Alors, comment allez-vous, Michael? Mal, très très mal. Vous savez, Dr Seb, je crois vous l'avoir dit, j'ai investi récemment dans une petite chaîne télé qui s'appelle No Life. Et malheureusement, je me suis aperçu que cette chaîne était gangrénée par les gangs. Et en particulier un gang de farfelus, le role-playing gang, qui s'amuse à martyriser d'autres animateurs de la chaîne, à leur piquer leurs concepts d'émissions, leurs critiques, etc. Enfin, j'ai pas tout suivi. Et en particulier une émission qui s'appelle Classé 18+. Bref, il y a une espèce de guerre interne qu'il va falloir que je gère. Et je sais pas trop comment m'y prendre, ou sinon, je pense que tout simplement, ce que je pourrais faire, c'est... Ah, je suis désolé, Michael. La séance est terminée. On se reverra la prochaine fois. Hey, man, whoa, whoa, whoa! Michael peut passer du temps avec ses enfants. Chaque perso possède son petit réseau social, peut accepter de devenir ami sur Life Invader, le Facebook du jeu, mais aussi répondre à des emails, à des appels téléphoniques ou lire ses SMS. On peut jouer au golf, au tennis, aux fléchettes, faire de la plongée, de la chute libre, du yoga, du triathlon, passer chez le coiffeur, braquer une supérette, entreposer ses véhicules dans un garage, les customiser, regarder la télé, aller au cinéma, draguer les filles du strip club, s'entraîner dans un stand de tir, prendre des cours de pilotage, jouer avec Shop, etc. Le fait d'acheter une propriété ouvre de nouvelles missions ponctuelles et limitées dans le temps afin de ne pas perdre une partie de ses recettes hebdomadaires. Et puis on peut tout simplement conduire, explorer la ville en écoutant les stations de radio avec des flashs d'infos ponctuels reprenant certaines de vos activités illicites. Mais aussi réagir aux mini-events faisant flasher et apparaître un point d'intérêt sur son GPS. Il s'agira la plupart du temps de stopper une agression ou d'aider une personne en difficulté. En fonction du personnage incarné, le joueur pourra réagir différemment. On vous laisse la surprise. Mais sachez qu'en aidant un PNJ, ce dernier peut éventuellement intégrer votre réseau social et participer à certaines des activités du jeu, que ce soit pour rejoindre l'équipe lors d'un cambriolage par exemple, nous y reviendrons, ou jouer au golf. Los Santos est une ville pleine d'opportunités, aux joueurs de les saisir ou non. Du coup, pouvoir incarner 3 personnages ne fait que multiplier ces opportunités et surtout leur donner un parfum unique par le biais, une nouvelle fois, des dialogues. Le déroulement de l'histoire elle-même intègre avec fluidité ces changements de point de vue. Certaines missions peuvent ainsi être débutées par plusieurs personnages. Pour prendre un exemple, en rentrant chez lui, Michael sera amené à surprendre sa femme avec son prof de gym. Oh, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. Si on joue Michael, on rentre dans la villa, on trouve des vêtements par terre et on verra le prof s'échapper par la fenêtre. Mais si on joue Franklin, on observera la même scène à l'extérieur de la villa. Le prof apparaît à la fenêtre, saute et prend ses jambes à son cou. La situation est la même, mais le changement de point de vue est pris en compte. C'est sur ce genre de détails que GTA V fait la différence et impose de façon transparente pour le joueur une structure narrative d'une grande complexité. Bullshitting me. It wasn't like that! You win? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Not remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute, that's the shot. Los Santos est le personnage principal de GTA V. I think I'm having a breakthrough here, Doc. Oui, c'est un cliché, une expression régulièrement employée pour illustrer le degré d'interaction et l'échelle de la simulation proposée dans un titre open world. Mais le travail réalisé par Rockstar sur GTA V ne souffre guère de comparaison avec la concurrence. Batman Arkham City, Skyrim, L.A. Noire, Saints Row, Infamous, Prototype, Just Cause, Sleeping Dogs, Far Cry, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, Borderlands, Fallout, GTA 4, tous proposent leur spécificité, un univers particulier, un ton, un focus sur certaines mécaniques de jeu. Certains s'avèrent meilleurs que GTA V dans un domaine précis. La dimension RPG de Fallout New Vegas et Skyrim, les combats au corps à corps de Sleeping Dogs, les armes de Borderlands 2, les combo moves et l'écosystème de Far Cry 3. Mais aucun ne parvient à englober autant de gameplay distincts au sein d'une même simulation, tout en intégrant avec fluidité, non pas une expérience narrative, mais 3. Let's do this. Come on. Sur le papier, les ambitions affichées par GTA V font tourner la tête. Manette en main, elle se concrétise pour proposer aux joueurs une variété et un degré d'immersion saisissant. Michael vit dans une villa avec piscine et cours de tennis dans les beaux quartiers de Vinewood, tandis que Franklin squatte chez sa tante dans la banlieue de South Los Santos. Living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Trevor, lui, vit dans un trailer park situé au milieu du désert de Sandy Shores. Ces environnements sont très différents, et on a parfois l'impression de passer de GTA San Andreas à Red Dead Redemption en traversant l'immense zone de jeu proposée par GTA V. Si les coyotes pullulent dans le comté de Blaine, et qu'il ne sera pas rare d'en écraser sur la route, pour le plus grand plaisir de Trevor, qui ne manquera pas de sortir une petite phrase du type « ça sent bon les boyaux de coyotes », ils ne franchissent pas les frontières du comté de Los Santos.
Les décors changent, mais la population également, ainsi que les véhicules. En s'emparant d'une voiture de sport à Vinewood, le joueur a peu de chances de s'exposer aux représailles du conducteur, qui prendra la plupart du temps ses jambes à son cou avant d'appeler les flics sur son portable. Keep coolio, baby. It's just a car. En revanche, le fait de voler un pick-up à Sandy Shores s'avère plus risqué et il est fréquent que le conducteur sorte une arme pour plomber le joueur. L'immense terrain de jeu proposé par GTA V prend vie grâce à ces détails. Faire une queue de poisson à un conducteur pour le voir sortir son majeur par la fenêtre est toujours une surprise. Chaque quartier de la ville possède une vie et une identité propre. Et si vous avez eu l'occasion de visiter Los Angeles, de nombreux endroits ont été reproduits avec une surprenante précision. Les textures sont variées, les éléments de décor saisissant de réalisme, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur des bâtiments. Visuellement, le jeu est nettement moins cartoon que GTA 4. On sent que Rockstar a cherché à atteindre ce que certains considèrent comme un idéal vidéoludique, le photoréalisme. Les animations des personnages, souvent contextuelles, sont également extrêmement soignées. Il suffit de regarder un personnage descendre un escalier, monter dans une voiture ou pédaler sur un vélo pour s'en rendre compte. GTA V est clairement un jeu animation driven. C'est-à-dire que tous les éléments dont la physique est simulée par le moteur du jeu, les corps, les voitures, les avions, l'eau, tous ces éléments possèdent une vie propre, quitte à rogner sur le contrôle laissé au joueur. Lorsqu'on descend un escalier sur plusieurs étages, on est surpris de la fluidité du mouvement. Logique, puisque les virages sont exécutés automatiquement par le jeu. Le personnage tourne tout seul et la caméra accompagne d'elle-même ce mouvement automatisé avec fluidité. On ne s'en rend pas forcément compte, le joueur n'aura pas forcément la sensation qu'on lui a pris la manette des mains, mais c'est pourtant le cas. La plupart des inputs du joueur, soit le fait d'appuyer sur un bouton pour déclencher une action, s'accompagne également d'une mini-phase d'observation où le personnage vit sa vie en quelque sorte. Un exemple flagrant est le vol d'une voiture. On appuie sur triangle, près d'un véhicule, et là on observe le personnage qui ouvre une porte, éjecte le conducteur et s'installe au volant, sans que l'on fasse quoi que ce soit. Il y a donc quelques secondes de latence entre l'action demandée, je veux conduire cette voiture, et son exécution. Ce gameplay animation driven n'est pas propre à GTA V. On le retrouve dans les Uncharted, les Assassin's Creed ou même le vieux Prince of Persia sorti en 1989. Il n'en constitue pas moins l'une des pattes caractéristiques de Rockstar, où le joueur est à la fois acteur et spectateur de ses propres actions. Mais les animateurs se servent intelligemment de ce système d'animation pour, par exemple, marquer une distinction entre les trois personnages incarnés et respecter leur personnalité. Afin de voler une voiture garée, Trevor prendra son élan pour péter la vitre d'un coup de poing rageur, tandis que Franklin forcera la plupart du temps la porte sans abîmer le véhicule. Les développeurs ont poussé très loin ce souci du détail qui se manifeste dans toutes les actions du joueur. Les tirs, le combat au corps à corps, le cover system, tout a été affiné, travaillé, de façon à ce que le joueur ne se sente jamais floué, mais aussi que différentes actions puissent s'enchaîner naturellement, sans briser notre immersion, tout en renforçant le réalisme du jeu. Fucking die, all of you! Oui, les tirs sont assistés. Il suffit d'un coup de stick droit pour passer d'une cible à l'autre. Mais il est possible de désactiver cette fonctionnalité et de modifier la vitesse de déplacement de la caméra, même si les réglages de base fonctionnent très bien et n'enlèvent pas grand-chose au challenge proposé par les gunfights. On préférera aller vite, sans perdre de temps à viser, sinon en levant doucement sa cible afin de réaliser des headshots et switcher fréquemment entre les personnages pour contrôler les vagues d'ennemis. La caméra accompagne chaque mouvement du joueur avec une grande finesse et l'épaule fréquemment. Lorsque l'on freine brutalement à bord d'un véhicule, la caméra se rapproche automatiquement du joueur pour lui permettre de frôler avec plus de précision une voiture ou de contrôler un dérapage. Il reste cependant assez difficile de diriger un hélicoptère ou de tirer tout en conduisant. Tout n'est pas parfait. GTA V est également plus linéaire dans le déroulement de sa campagne principale, ce qui s'explique naturellement par la nécessité de gérer plusieurs personnages. Mais la présence de ces trois persos permet aussi de cacher cette linéarité. Pour la compenser, Rockstar a aussi renforcé la personnalisation des missions et tout particulièrement des braquages. Le joueur peut sélectionner les membres de son équipe, ce qui aura un impact direct sur le déroulement de celle-ci. Bon, on va braquer un petit éditeur là, de jeux vidéo, Rockstar. Il paraît qu'ils ont pas mal de thunes en ce moment. You're damn right. Donc là, on va choisir notre équipe. Donc il nous faut 2 tireurs, il nous faut un pilote et il nous faut un hacker. Ok? On va les passer en revue. Alors lui, je le connais. Lui, je pense qu'il ferait un bon tireur. Mais non. Non, le mec, c'est un hacker. Ouais, ça se voit. Non, mais il faudrait qu'il soit sur le terrain en fait. Parce que sur le terrain, il peut se passer n'importe quoi, un imprévu, toi, tu le un accident. Tu le mets sur le terrain, il meurt. Là. Ouais. Mais du coup, vas-y, mets-le sur le terrain. Bah, mets-le. Ouais, mets-le. Sur le terrain. Ok, vous voyez, ça c'est un petit jeune, ça c'est un pilote, c'est moi qui l'ai formé, il s'appelle Brian. Donc déjà c'est un nom de pilote, c'est lui qu'on va prendre, il a piloté l'hélicoptère, c'est un hélicoptère j'ai trouvé dans... Ouais, j'ai trouvé quoi. Ouais. Mais tu trouves pas qu'il a quand même un petit peu un physique de victime? Ouais, si, mais justement il est plus aérodynamique. Pour ça qu'on va le prendre. Ouais. Break yourself, fool! Hey, baby girl, you damn fine!
Par contre, je sais pas exactement à quoi elle va nous servir. Ah si, elle va nous servir, ouais. Ah bon? Pour le braquage, je sais pas. Ouais, elle va nous servir. D'accord. On est là pour le braquage, les mecs. Ouais. J'ai déjà vu elle. Ouais. Elle était au Beaver's Den. Je suis avec Letus. Oui, mais maintenant que tu... maintenant que tu dis... Hey, what a rack! Alors lui, il est stagiaire. Donc son cut, c'est 1%. Il va sans doute mourir, mais si on perd 1%, c'est pas grave. Le seul truc, c'est que j'espère que c'est pas une balance. Hey, you ain't no snitch! Plan is simple, elegant. Non seulement ces spécialistes s'amélioreront avec le temps, mais en plus ils pourront être recrutés parmi les PNJ du jeu en fonction de vos rencontres. Il pourra ensuite choisir une méthode d'approche, la plupart du temps, la subtile ou la bourrine. Et chaque braquage s'accompagnera d'une phase de préparation où il faudra récupérer le matériel nécessaire à son exécution, armes, masques, véhicules, etc. Move it. Man, get the fuck out my face. Oh! You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Get security! Techniquement, GTA V est un aboutissement, l'ultime démonstration des capacités de nos consoles de salon actuelles. Los Santos est sublime, la profondeur de champ saisissante, on sent la ville vibrer, respirer. Le cycle jour-nuit, la météo aléatoire, tout contribue à l'immersion du joueur. Les jeux où l'on peut bloquer sur un coucher de soleil sont quand même très rares, vous en conviendrez. Les passants ne sont pas tous des clones, les bugs très rares, contrairement à d'autres titres open world, comme Assassin's Creed 3, Skyrim et Red Dead Redemption. Les animations des personnages sont criantes de vérité, même si les joueurs devront composer avec une inertie très importante lors de leur déplacement. Chaque voiture se conduit différemment et les véhicules réagissent au type de terrain traversé. Même les avions seront ballottés par des bourrasques de vent. Et la sélection musicale est une nouvelle fois de haute tenue, exceptionnelle. Bien entendu, les développeurs ont dû faire des choix. Le jeu ne tourne pas en 60 images par seconde, cela va de soi, mais il reste fluide et les saccades sont rares. La modélisation des visages est également assez basique et s'avère nettement inférieure à ce que de nombreux autres jeux proposent actuellement, comme The Last of Us par exemple. Mais comme pour le titre de Naughty Dog, après avoir lancé sa partie, ce qui prendra quelques minutes, les temps de chargement disparaissent ou sont suffisamment bien camouflés pour qu'on ne les sente pas. Ce qui est impressionnant, vu la taille de la ville et la liberté offerte aux joueurs dans ses déplacements. Et contrairement à The Last of Us, GTA V est un titre open world, ne l'oublions pas. Les transitions entre les séquences de gameplay et les cinématiques se font naturellement sans que le joueur sache exactement à quel moment le jeu a repris la main. On notera aussi la vitesse à laquelle on peut désormais changer de vêtements sans que plusieurs secondes soient nécessaires pour afficher une nouvelle tenue, ce qui n'était pas le cas dans GTA 4. Tout a été fait pour rendre l'expérience fluide. Même la possibilité de switcher entre 3 personnages permet de supprimer les temps de latence post-mission. Et on appréciera grandement le fait que les missions intègrent des checkpoints. En cas d'échec, il n'est pas nécessaire de tout refaire, ce qui n'était pas le cas dans GTA 4 et contribue à expliquer que si peu de personnes l'aient terminé. En revanche, il est agaçant de se voir attribuer une médaille en fonction d'objectifs précis que l'on ne découvre qu'à la fin de la mission. Ceci dit, on peut accéder à toutes les missions déjà terminées via l'onglet Jeux du menu principal. Il est ainsi possible de recommencer un braquage en choisissant une autre équipe et une autre méthode d'approche sans que cela n'influe sur sa progression et ses choix précédents. Un point de sauvegarde provisoire étant créé pour éviter toute incohérence et tentative de triche. Autre petit reproche, les textes sont définitivement trop petits et pour les non-anglophones, il est toujours difficile de lire les sous-titres d'une conversation tout en conduisant. Globalement, le ton du jeu s'avère plus léger que celui de GTA 4 qui avait été jugé par certains comme pas suffisamment fun lors de sa sortie. GTA V, même s'il aborde des sujets délicats et met en scène des personnages ahurissants, reste un divertissement avant tout. On pense à Hit, Scarface, Les Affranchis, Breaking Bad, Shameless. Si Rockstar ne glorifie pas ses personnages, il ne cherche pas vraiment à placer le joueur devant les conséquences de ses actes. En cela, GTA V n'atteint jamais la finesse du Hit de Michael Mann. Mais il ne sera pas facile d'oublier ces 3 personnages, et en particulier Trevor, après avoir terminé la campagne principale. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. GTA V a répondu à nos attentes et a su innover dans un genre ayant tendance à stagner. Plus encore que sa richesse, l'open world proposé surprend par sa cohérence interne. Et ce n'est qu'une partie du jeu. Dès le 1er octobre, sa dimension multijoueur sera accessible via GTA Online. On espère que Rockstar saura proposer des serveurs stables et suffisamment solides pour accueillir la masse de joueurs connectés. Car aujourd'hui, il est encore difficile d'uploader sur les serveurs du jeu de simples photos prises in-game avec son téléphone portable. Et l'appli iOS de GTA V, qui permet d'interagir avec son chien ou de customiser les voitures de son garage, ne fonctionne pas encore très bien. Comptez sur nous pour vous parler de GTA Online dès le prochain Classic Vue+. Et je viens de me rendre compte que l'on n'a pas abordé un point essentiel du jeu, un point évident mais tout de même.
Les dialogues de GTA V sont dignes des meilleures séries télé actuelles et mettent en valeur des personnages totalement fucked up, comme on dit. Du coup, on va conclure cette critique par une petite cinématique située lors de sa première rencontre avec Trevor, après quelques heures de jeu. Si vous voulez conserver la surprise, il est temps de zapper. Celle-ci vous donnera une bonne idée du ton de ce GTA V, qui rappelle par bien des aspects le titre d'un des meilleurs romans de William Faulkner, Le bruit et la fureur. Accrochez-vous. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where you guys going, huh? Let's go, ladies! Vous avez prévenu, hein. C'était bien long, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, vous en conviendrez. Si vous avez commencé à jouer au jeu, si vous l'avez peut-être éventuellement terminé, il y aura évidemment certaines choses que je n'ai pas mentionnées dans la critique puisqu'il était impossible de faire un tour global du jeu, mais en tout cas je pense que ça donnait quand même une bonne idée du contenu un petit peu de ce GTA V, qui n'est pas un titre parfait, mais qui est clairement un aboutissement, c'est une claque. C'est-à-dire dans le genre open world, là la Rockstar a poussé les choses vraiment très loin, et ce que je dis dans la critique, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris, moi, c'est la cohérence du tout. Ouais. Tout, il y a 1 milliard de petits détails dans le jeu, et tout s'imbrique parfaitement. Donc les séquences se répondent, le fait de switcher d'un personnage à l'autre est complètement logique. Il y a la prise en compte également du cycle jour-nuit. Lorsqu'on switch d'un personnage à l'autre, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, il se passera pas forcément la même chose, et c'est logique et réaliste. Donc là, on arrive à un degré de détail qui est juste stupéfiant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré le fait que le jeu, comme je le disais dans la critique, est relativement linéaire, plus linéaire que GTA 4, ouais. Donc malgré le fait qu'on puisse switcher de personnage et gérer un petit peu ses braquages comme on le souhaite, on a réellement l'impression d'être complètement libre et de ne pas être sans arrêt dirigé. Et ça, c'est grâce au fait le fait d'avoir 3 narrations différentes. Ça permet de camoufler pas mal de choses et également d'enrichir un petit peu le propos du jeu et tous les gameplays proposés. C'est juste stupéfiant. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y jouer, on vous le conseille. Une nouvelle fois, c'est un jeu pour adultes. Donc si vous êtes parents, évitez d'avoir les enfants devant la télé, c'est franchement déconseillé. D'autant plus que le jeu tacle quand même des sujets qui sont délicats. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu pas mal de choses dites sur la séquence de torture, etc. Donc en effet, c'est un jeu pour adultes qui s'adresse à des gens ayant le recul pour pouvoir appréhender cet univers, le comprendre avec l'humour nécessaire, etc. Donc voilà. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau 18+, cette fois-ci en compagnie de Médoc si tout va bien. Oui. On aura la critique de Shadow Warrior, on aura également un reportage consacré, j'aurai pas mal de jeux, on aura sans doute du Assassin's 4, on aura pas mal de choses. J'ai oublié ce qu'on avait d'autre, on aura GTA Online, on va parler de GTA Online. Donc vraiment pas mal de contenu, donc rendez-vous dans 15 jours. Et tout de suite les news. Ah C'était presque parti. Ouais. Mais là, la dernière réflexion. Ah non, mais je pars sur un mauvais truc, tu vois, c'est pas. Je laisse les gens sur un échec. C'est pas grave, ça fera plaisir à Médoc. Faut pas.